Bonjour. Merci d'être si nombreux ce matin. Je suis désolé pour les gens à l'arrière, j'espère que ça va se placer. Donc, je suis Jean-François Poliquet, je suis gestionnaire des équipes numériques à Radio-Canada, notamment UX/UI. Je travaille avec ma directrice Julie Zillet. Puis en ce moment, on a un poste ouvert en direction de recherche utilisateur. Quand on pense à l'éco-responsabilité, on peut vraiment regarder les 30 dernières années par rapport au recyclage, les matières premières, les récupérations des matériaux, la réutilisation des biens de consommation, la gestion des déchets, le compostage, l'économie de partage, la consommation énergétique, la domotique, les transports en commun, les voitures électriques, le retrait des plastiques à usage unique. On oublie souvent que 3 à 5 des émissions carbone viennent du monde du numérique. Et ça ne cesse jamais d'augmenter, notamment avec l'intelligence artificielle. Quand on parle de sobriété numérique, on pense souvent à la gestion de nos courriels, aux infolettes, au matériel informatique. C'est un aspect d'hygiène numérique très personnel. La sobriété numérique, c'est plus une prise de conscience de l'empreinte carbone qu'on génère par l'écosystème numérique auquel on contribue. Le défi, c'est d'adapter des pratiques de sobriété numérique. Mais de l'autre côté, c'est aussi d'engager ses utilisateurs de plus en plus. C'est assez paradoxal. D'abord, la première façon de se positionner là-dedans, c'est de réfléchir en pleine conscience, comprendre les enjeux numériques dans leurs ensembles. Il y a des spécialistes qui sont là pour nous aider. Chez Radio-Canada, on a fait affaire à Tassom Fruguère, qui peuvent nous aider à bien saisir les différentes situations puis à mettre en place des projets concrets, comme calculer les émissions carbone de numérique, se positionner par rapport aux meilleures pratiques et établir des plans numériques responsables. En parallèle, les notions d'inclusion des grandes entreprises, on peut vraiment regarder toute l'histoire qu'on a eue avec l'accessibilité. L'accessibilité, il y a peut-être 15 ans, c'était vu comme des contraintes, c'était vu comme des limites. Aujourd'hui, on ne pourrait pas se voir retourner dans le passé. C'est des habitudes qui aident la plupart d'entre nous, plein de gens, puis qu'on se dit, bien, ça va juste partie du flot. D'ailleurs, sur l'accessibilité, plus tard aujourd'hui, il y a Chloé Crevier qui va en parler dans cette salle-ci, puis mon collègue Olivier va en parler dans une salle plus loin en après-midi. N'hésitez pas à participer à ces rencontres-là. Concevoir de façon responsable, je dirais que ça passe par une citation d'Yvon Chouinard, qui justement, Fondation Patagonia, qui illustre bien la notion de prendre en amont la notion de responsabilité, puis de la garder tout le long du process de création de produits. Chez Radio-Canada, c'est vraiment les réseaux qui consomment le plus d'énergie. Donc, c'est vraiment un enjeu qu'on connaît, puis où le UX et le contenu peut-être moins responsable, mais on a quand même quelque chose qu'on peut faire pour améliorer les produits. Le but ici, c'est de donner 20 actions concrètes qu'on peut mettre en place tout au long de notre carrière, de notre processus de travail. La première chose, c'est de définir un objectif spécifique par rapport au climat avec des résultats tangibles. La notion de se dire de réduire de tel pourcentage le poids de nos pages. Si en plus la stratégie est basée sur une stratégie plus globale d'entreprise, comme c'est le cas chez Radio-Canada, on passe au vert, où justement tous les départements peuvent s'aligner, peuvent s'assurer d'être dans le même sens, puis donc d'être appuyés par la direction, puis le reste suit. Que ce soit une page, un parcours utilisateur, une fonctionnalité ou un ensemble de fonctionnalités, il faut comprendre l'impact environnemental où il est le plus important, puis où les gains peuvent être faits. Un site comme EcoIndex.fr permet de faire une analyse de ça. C'est sûr, je ne vous le cacherai pas, ça fait vraiment mal quand on regarde ces résultats-là. Mais en même temps, le score, il peut être attribué à plein de choses. Ce n'est pas nécessairement juste le UX ou le contenu, mais nous, de notre côté, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer. Une des choses qu'on peut faire, c'est limiter les pages obsolètes. Fait qu'on peut revoir la structure d'information, puis même les normes d'archivage. Ça permet de faire un petit ménage, jamais perdu. On pense souvent aux phases de déploiement, d'utilisation. On pense vraiment à la fin de vie d'une page, comme on vient de le voir. Fait que c'est quoi la pérennité? C'est quoi sa durée de vie? Quand est-ce qu'on va se dire, bien, on va faire une régression, on va juste la décommissionner? C'est des questions qui ont vraiment une empreinte technologique. Puis je vous dirais que dans un site comme celui de Radio-Canada, où on a des milliers de pages, il y a souvent ces contextes-là où on se dit, bien, rendu là, on pourrait juste décommissionner la chose. Exploiter des données d'utilisateurs, ça reste un choix rationnel pour améliorer l'expérience. Un tableau mesurant l'adoption et la fréquence d'adoption, excusez-moi, permet de prioriser. On va le voir un peu plus loin, plus granulairement, mais c'est une bonne pratique, entre autres, pour la notion d'éco-responsabilité. C'est sûr qu'il y a un public cible,
mais dans certains cas, l'approche inversée est super intéressante. Quand on parle d'une région éloignée ou une région sans Wi-Fi ou un contexte sans Wi-Fi, ça devient vraiment pertinent autant au niveau de l'accessibilité qu'au niveau de l'éco-responsabilité. On l'a vécu récemment avec les feux de forêt dans l'Ouest. Il y avait des contextes où certains coins, villes, villages étaient vraiment isolés de réseau, puis les gens devaient vraiment s'informer. Puis CBC a développé une application qui est CBC Lite, je déborde un peu dans l'accessibilité, mais qui est donc sans image, avec un minimum d'apparat, puis qui permettait d'avoir un téléchargement beaucoup plus rapide. Donc autant accessibilité qu'éco-conception, c'était bien parce que ça répondait à des besoins de gens dans un cas de crise. On revient aux bases inhérentes de toute bonne conception UX. La validation fréquente permet vraiment de raffiner l'expérience, permet aussi de questionner comme c'est quoi l'utilisabilité? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cette fonctionnalité-là va vraiment faire une différence? Dans un contexte de test et d'entrevue, c'est vraiment un bon moment pour sensibiliser l'utilisateur sur l'incidence positive de ces comportements. Est-ce qu'il sait que le mode sombre est disponible? As-tu remarqué qu'il pourrait télécharger le contenu en amont? C'est quelque chose qu'on peut communiquer, mais qu'on va aussi valider au travers de nos communications à travers les tests. La majorité des contenus numériques sont consommés évidemment sur des sites web mobiles ou des applications. Je ne vous apprends rien là-dessus. Mais il y a aussi une notion de déficit d'attention qui est récurrent. Privilégier un contenu court, c'est un excellent prétexte pour limiter le poids de ce qu'on va produire et qu'on va garder sur nos serveurs. En 2025, on est encore en train de parler à nos partenaires, à nos équipes, en expliquant que le contenu court, c'est un gage de succès, qu'un UX simple, ça peut être engageant, puis qu'un support visuel léger, ça peut vraiment être efficace. On a une notion de less is more. Design system, ça a l'air un peu farfetch, mais en même temps, c'est un bon classique que tes fonctionnalités, les composantes puis les modules qui sont bien intégrés, qui sont bien réutilisés, où les liens sont bien faits entre Design System, Figma, puis, dans notre cas évidemment, puis les développeurs, où on peut être sûr qu'on réutilise, mais ce qu'on n'est pas en train de coder, c'est pas du temps et de l'énergie qu'on met là-dessus. Les choses qu'on réutilise, mais ça demeure un bon fonctionnement. Puis en plus, financièrement, c'est rentable. Donner l'accès aux fonctionnalités clés par les bons points d'entrée. C'est sûr que là, le menu, la recherche, le profil, c'est plein d'items qui semblent très évidents, mais moins la personne va passer le temps à chercher ces items-là, plus évidemment elle va être efficace, mais plus aussi on va éviter de perdre des gens, puis il va y avoir moins de friction non plus sur l'expérience. Copier un comportement qui fonctionne, ça demeure une bonne pratique. Si on part du tableau tout à l'heure, où on a vraiment les différentes grilles, on peut comprendre l'utilisabilité, la fréquence d'utilisation, l'empreinte énergétique et la consolation de données. Ça nous permet de prendre des décisions et d'expliquer pourquoi on est arrivé là. Évidemment, ce qui n'est pas adopté ou qui est inefficient, on peut l'enlever. Chez nous, on passe beaucoup en mode bêta, on va passer en AB, puis on parle souvent de faire du AB, puis dans les grandes entreprises, souvent, ça va un peu tomber sur la glace. Là, on l'a vraiment opéré dans ce cas bien précis-là. C'est une fonction. Donc, vous pouvez le voir de text-to-speech. Donc, on peut écouter une version AI du texte qui est écrit. Puis, mon PO, il était comme, je vais valider parce que je ne sais pas si on devrait générer le fichier dès le début ou si, dans le fond, la première personne qui fait play va générer le fichier. Ça a l'air petit comme commentaire, mais ça faisait qu'au final, en le testant, on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui cliquait play. Fait qu'on se disait, oui, il y avait de l'intérêt, mais c'était pas tout le temps. Fait que rendu là, on s'est dit, on va juste faire générer le fichier au clic du play par la première personne. Les autres personnes subséquentes vont bénéficier du fichier créé. Mais dans ce cas-là, si personne clique play, on ne génère pas de fichier, on n'est pas passé par l'IA, puis on n'est pas en train d'hoster un fichier non plus de plus. Il faut comprendre que chez nous, un texte peut être ajusté, révisé 3, 4, 10 fois par jour. Donc, si à chaque fois on génère un fichier, on doit créer vraiment beaucoup de données pour pas grand-chose. Fait qu'en arrivant à ces tests-là, on a pu justement arriver avec la solution qui était la plus intéressante pour l'utilisateur, mais qui était aussi la plus intéressante et éco-responsable. Des bonnes pratiques UX, c'est aussi éco-responsable. En plus d'être accessible et d'être un excellent référencement SEO. En rafale, le chargement en différé, donc le lazy loading, pour réduire les éléments à télécharger. La pagination pour afficher du contenu sur demande. Le chargement partiel de contenu plutôt qu'une page en entier. L'utilisation réduite de l'enchaînement automatique. Quand on parle de là, c'est le classique « Êtes-vous toujours là ?» sur nos plateformes de streaming notamment. L'option téléchargement Wi-Fi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le téléchargement Wi-Fi, c'est 23 fois moins énergivore que le 4G. Fait que quand on vous dit « Hey, ce serait le fun de télécharger chez vous plutôt qu'à l'aéroport en arrivant à l'avion »,
Mais ça vaut vraiment la peine, oui, pour vos data, mais aussi pour une utilisation responsable. La réduction des tailles d'image, les vues mobiles, tout ça, ça peut rentrer là-dedans. Le contrôle des flux audio-vidéo, puis à la fin, d'être une page statique plutôt qu'animée. Quand je parle de ça, mon but, c'est pas de réduire les features, c'est plus de se dire, est-ce que j'ai besoin d'une vidéo décorative d'arrière-plan? Est-ce que j'ai besoin d'animation dans ce contexte-là? Est-ce que j'ai besoin de 3D? Est-ce que ça apporte réellement une valeur ajoutée? Des fois, oui, c'est super correct. D'autres fois, c'est du flafla, puis peut-être qu'on pourrait s'en passer. Afin de bien gérer les choix en pleine conscience, l'important, c'est de communiquer les options que l'utilisateur a, afin de vraiment personnaliser son expérience en choisissant les options éco-responsables. On a des exemples ici. De notre façon, c'est quelque chose qu'on met en place de plus en plus, de vraiment avoir des interfaces sobres. Ça passe principalement par le dark mode, donc un mode sombre qui est moins énergivore. Utiliser des polices systèmes standards ou prises en charge par les différents navigateurs. Dans notre cas, on a une police qui est une Google Font de Radio-Canada qu'on utilise. Mais ça évite de télécharger la fonte à chaque fois que tu loads la page. Utiliser des icônes en CSS plutôt que des GIFs, des PNG, des JPEG. Des images vectorielles, ça je ne vous cacherai pas que c'est plus récent, mais c'est un bon exemple. Toutes nos illustrations de produits comme celle-ci, c'est rendu des SVG. Fait qu'on peut les gérer sur du dark mode, mais en plus, ça pèse à peu près rien. Fait qu'encore là, on a moins d'éléments à télécharger. Puis d'avoir un bon CMS pour la gestion des images, question d'avoir le bon format envoyé au bon moment sur la bonne plateforme. Évidemment, on ne peut pas parler d'IA générative. Dans un contexte où on peut s'en passer, où un vieux système fonctionne bien, toujours le privilégié, mais des fois, il faut passer par un ou l'autre. Pour comparer les modèles, il y a des plateformes comme Comparia du gouvernement français qui permettent justement de se dire quels différents formats pourraient fonctionner pour moi, quelle option aller. Nous, de notre côté, c'est important de monitorer notre évolution, mais aussi notre propre utilisation en tant que créateur, en se disant, j'ai-tu vraiment besoin de passer par ça pour aller plus loin? Excusez-moi, j'ai passé une de plus. Au développement d'une option éco-responsable, un message créatif et bienveillant permet à l'utilisateur de vraiment faire le choix pour une nouvelle option. Le but, c'est d'éviter de transmettre la responsabilité. La job, c'est celle de l'entreprise d'offrir des fonctionnalités éco-responsables. L'utilisateur, lui, peut faire des choix éclairés par rapport à ça. Notamment le mode sombre synchronisé avec ton browser par défaut ou un système applicatif. Si l'utilisateur ne sait pas que cette option-là, bien évidemment, il ne pourra pas le faire de façon éclairée. L'humain, en général, n'aime pas le changement. Les early adopters ne sont pas si courants que ça. Fait qu'éviter les frictions en expliquant pourquoi une fonctionnalité est limitée, pourquoi elle est désactivée. Mais c'est sûr que c'est vraiment important, autant au niveau du flow qu'au niveau de la responsabilité. On peut prendre un exemple, la mise à jour de l'OS de votre téléphone qui va souvent se faire durant la nuit pour des raisons évidentes. On n'est pas sur notre téléphone. Mais ça donne que c'est aussi un moment où la consommation énergétique est plus faible. Donc, c'est vraiment aussi une bonne façon de voir ce genre de processus-là. Au niveau de la communication, ça suit toujours. Chez Radio-Canada, on a une rédactrice UX qui nous accompagne en tout temps. Et puis, quand on parle de ton, d'angle et de propos, c'est là que ça devient intéressant sur la diversité de nos plateformes. Dans le contexte d'un produit, certes, mais aussi dans l'infolette, les réseaux sociaux, la publicité, le soutien technique, le marketing relationnel, les FAQ, les sites institutionnels. On peut vraiment comprendre que la posture éco-responsable, ça s'applique à l'ensemble des communications de l'entreprise. Un item qui est vraiment important, c'est de partager le progrès, puis d'être humble par rapport et réaliste par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'on réussit à faire. Une posture qui diminue l'éco-anxiété, ça évite aussi les risques de greenwashing. Ici, on a un bon exemple dans nos différents tickets, comment on inclut directement les avancées éco-responsables avec les différents tickets. C'est quelque chose, c'est littéralement une capture d'écran de ce qui se passe en ce moment chez nous. Évidemment, des leaders qui soutiennent les efforts d'entreprise, ça permet de faire un rayonnement interne, externe. Le but, c'est de mettre de l'avant des initiatives personnelles, des formations, des conférences, des partages de plans d'action, des bonnes pratiques de marché ou simplement de la littérature vulgarisée sur la crise climatique. N'hésitez pas à rencontrer des spécialistes, des consultants environnementaux en renfort. C'est ce qu'on a fait à Radio-Canada, puis pour vrai, ça change vraiment la donne. On a vraiment une responsabilité en faveur des futures générations pour les produits numériques à prospérer, puis on ne veut pas nuire à la planète.
Fait que je vous laisserai sur cette citation d'Alice Walker, qui est la façon la plus courante de renoncer à son pouvoir, ben, c'est de croire qu'on n'en a pas. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Madame Musinski. Merci, M. Poliquin, pour cette belle présentation. Ça nous donne des bonnes choses à suivre dans notre quotidien, puis à différents niveaux. Est-ce que tu as d'autres plateformes qui peuvent être inspirantes pour nous? Je sais qu'il y a Frugger, par exemple. Oui, Alison Frugger. Je prononce probablement mal. Ben, c'est une bonne question. Ben, nous, on se base effectivement beaucoup sur tout ce que BBC avance aussi par rapport à un benchmark. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde aussi beaucoup. Puis ABC. Mais c'est sûr que nous, on est dans un média public. Donc, ABC en Australie, CBC UK, c'est beaucoup des bonnes références. Et ils ont une excellente documentation sur les responsabilités et tout ça. Puis, vous allez voir de plus en plus, j'ai parlé un peu de, je bande là-dessus, mais de mode sobre. Donc, des fois, on va passer au dark mode, mais le mode sobre qui est aussi cette notion où les contrastes vont être moins élevés, on parle plus d'accessibilité, les contrastes vont être moins élevés. Des fois, il va y avoir des photos, il va y avoir moins d'animation, puis ça peut vraiment aider dans un contexte d'accessibilité. C'est quelque chose qu'on va vraiment travailler dans les prochaines années de notre côté, puis d'offrir ces items-là. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Jean-François? Oui, c'est ça. Je peux y aller toute la matinée. Je vais avec une question pour toi. Monsieur? Comme Radio-Canada, sachant que vous produisez des contenus, donc vous avez des articles, vous avez des contenus vidéo, puis j'imagine que vous ne pouvez pas décommissionner des articles, sachant que vous avez une job d'archivage. Comment vous gérez ça, donc des articles de 1999 sur tout ça? C'est une excellente question que je lancerai aux gens qui font la gestion des archives. Mais pour tout ce qui est autour de ça, par contre, oui, en ce moment, on essaye de merger, excusez-moi l'anglicisme, différentes pages pour justement limiter les décisions architecturales qui ont été faites à une époque où il y avait 25 pages pour le contenu qui rentre sur nos aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'on fait. Okay. Mais effectivement, sur l'éditorial, on n'a plus de pouvoir, parce que c'est vraiment géré par quelqu'un d'autre. C'est une bonne question. Monsieur? Oui. Dans un contexte où on est dans une entreprise qui n'a pas nécessairement la valeur éco-responsable aussi développée, on est capable de lier des initiatives ou des choix éco-responsables à un signe de pièce, à une valeur monétaire quelconque pour faire passer ça peut-être un peu plus facilement? Bien, tu vois, on l'avait tout à l'heure, mais le design system, pour moi, c'est vraiment la façon la plus claire de se dire, ben, regardez, non seulement on va être plus rentable, on va prendre moins de temps, mais la notion même, on me l'avait souvent dans une autre discussion, puis moi, je n'ai pas dans ces chiffres-là, mais la notion de notre hosting, nos serveurs, ce qu'on prend, bien, si on réduit l'ensemble de ce qu'on utilise, bien, j'imagine qu'à la fin, ça fait une différence. Je ne te cacherai pas que je ne suis pas dans ces détails-là, mais je peux imaginer quelqu'un qui fait bien les calculs pourrait arriver avec un bon descriptif de ça. Ouais. Cool, merci. Merci beaucoup. Merci.